cette conférence cire et papier, en précisant donc que je vais essayer de vous présenter un certain nombre de cachets et de sceaux armoriés savoyards, donc des XVIIe et XVIIIe siècles. Je ferai même une petite incursion au XVIe si vous me le permettez. Donc, on va surtout parler donc de lettres et de cachets. Donc, avant de voir les images, puisque je vais vous proposer quelque chose d'assez visuel, on va dire, quelques mots un petit peu sur ce qu'étaient les lettres et ce qu'étaient les cachets sous cette période d'Ancien Régime. Alors, gardons à l'esprit que la correspondance, l'écriture, c'est une activité qui est quand même très largement réservée à l'élite. Pour faire court, pour faire rapide, à ces époques, qui écrit, ce sont les ecclésiastiques, ce sont les nobles, et encore pas tous les nobles, hein, tous les nobles n'avaient pas forcément des connaissances en écriture, et puis une certaine frange du tiers-état, hein, on va dire la partie la plus aisée, de ce qu'on pourrait dénommer la roture, parmi lesquels on va trouver notamment, mais pas que, les bourgeois des villes. Alors pas de contresens sur le mot bourgeois, hein. Le bourgeois sous l'Ancien Régime n'a pas le même sens que le bourgeois du XIXe siècle. Le bourgeois, c'est celui qui dispose des droits et des privilèges qui sont attachés à une ville. On est bourgeois de Chambéry, on est bourgeois d'Annecy, on pouvait être noble et bourgeois, c'est-à-dire qu'on bénéficiait d'un certain nombre d'avantages, de privilèges, de franchises propres à une ville, on va dire. Donc, on pouvait très bien être bourgeois, mais être très pauvre. Bourgeois n'est pas synonyme nécessairement de richesse. L'utilisation du cachet, qui est une forme d'outil qui va permettre de clore les lettres, les correspondances, répond à la nécessité de préserver l'écrit. Et ça, c'est un point extrêmement important, puisque derrière aussi, on va chercher, avec ces cachets, à décorer et identifier l'auteur de la lettre. Là, je vais beaucoup m'axer sur les correspondances. Vous allez voir pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant et qui est aussi très visuel, si je puis dire, c'est que ces cachets de cire constituent une source extrêmement importante pour l'héraldique. Dans son ouvrage, Amédée de Foras, donc l'armoriale et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, eh bien, donc le comte de Foras faisait souvent appel à des cachets, à des empreintes, à des sceaux, pour pouvoir proposer le blason de telle ou telle famille. Avec ces cachets, on aborde la question donc de la correspondance, des lettres. Et il n'est pas inutile de voir un petit peu comment, autrefois, on envoyait du courrier, tout simplement. Alors c'est vrai que le courrier, maintenant, avec les emails, c'est quelque chose qui a un peu tendance à prendre une part réduite. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, à ces époques où c'était le seul moyen de communication écrite vraiment efficace, disons. Alors, voilà un premier exemple d'enveloppe, hein, de mode d'écriture d'une lettre qu'on pouvait proposer. C'est-à-dire qu'on va utiliser une feuille de papier comme enveloppe. On va écrire dessus l'adresse. Donc là, en l'occurrence, c'était une lettre écrite à l'intendant de l'évêque de Montréal. Et c'est ce morceau de papier qui va permettre d'envelopper et de contenir la lettre elle-même, le papier sur lequel on va écrire la lettre destinée donc à cet intendant. Et vous voyez, on voit très bien avec ce document donc issu des archives départementales de la Savoie, le mode à la fois de pliage et de fermeture du document. Hein. C'est-à-dire qu'on va insérer dans la partie centrale la lettre pliée. On va replier les bords et on va cacheter les deux bords que l'on a ainsi repliés en forme de triangle pour pouvoir clore l'enveloppe de la même manière qu'on passerait la langue actuellement sur la partie collante de nos enveloppes actuelles. Voilà un premier mode de cachettement des lettres. Je vous donne deux exemples, mais il existait plusieurs façons de cacheter les lettres à ces époques, en utilisant des cachets ou pas d'ailleurs. Donc voilà, première méthode possible.
Autre méthode qui était assez fréquente, on utilisait la lettre où on a écrit le message comme enveloppe également. Donc là, on a un exemple assez clair. Donc là, vous voyez qu'on a écrit la lettre ici, monsieur, etc., suit le texte et suit la date et la signature en bas de la lettre. Et puis, sur l'autre moitié de la feuille de papier, on va écrire l'adresse. On va plier le tout et on va refermer l'enveloppe, on va refermer ce morceau de papier avec donc avec un peu de colle, par exemple. Et vous voyez qu'ici, on a conservé dans le coin en haut à droite les armoiries de la personne qui a écrit la lettre. C'est une personne qui est rattachée à la famille Mathieu, dont on retrouve ici les armoiries. Voilà donc un autre mode d'expédition, un autre mode de cachettement des enveloppes. Alors, je vous ai parlé de sceaux, de cachets, etc. On va rentrer un petit peu dans une petite partie technique pour se familiariser un peu mieux avec ce vocabulaire du sceau. Alors, première chose, la sigillographie. La sigillographie, c'est l'étude des sceaux, en fait, tout simplement. Sigillum, en latin, ça veut dire sceau. On parle de sceau et de bulle. Alors, la différence entre les deux types de modes de scellement, on va dire, c'est que le sceau est généralement plutôt appliqué sur une matière molle, bien souvent la cire, alors que les bulles, elles, sont faites à partir de métal. On va avoir des bulles de plomb, hein, ce sont d'ailleurs c'est le mode de scellement habituellement utilisé par la chancellerie pontificale. Mais on avait quelquefois aussi des bulles d'or. Hein, l'empereur ou le pape pouvait émettre des bulles d'or, hein, c'est-à-dire qu'on utilisait un morceau de métal qu'on allait pincer avec donc une pince qui permettait d'imprimer le motif de la personne qui scellait la bulle en question. Vous pourrez m'entendre parler aussi de matrice. Hein. La matrice, c'est tout simplement l'outil qui va permettre d'apposer le sceau. Hein. Alors, théoriquement, le terme sceau désigne à la base la matrice, hein, c'est-à-dire l'outil qui permet de faire l'empreinte. L'empreinte qui est donc le résultat qu'on obtient en pressant la matrice sur la matière, donc qui va permettre de réaliser le dessin et notamment bien souvent la représentation héraldique. On va... vous m'avez entendu parler du cachet. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un cachet? Un cachet, c'est plutôt un sceau de petite dimension, bien souvent de forme ovale ou ronde, mais vous avez vu quand même avec l'exemple, l'image précédente que je vous ai montrée, que les formes peuvent être aussi éventuellement soit hexagonales, octogonales ou carrées, etc. On a plusieurs possibilités. Ce qui fait qu'en réalité, on a une très grande variété dans les matières, les formes et les couleurs des sceaux. La matière, en règle générale, c'est plutôt de la cire, mais pas n'importe quelle cire, hein, ça n'a rien à voir, ce n'est pas évidemment la cire que vous utilisez pour les cierges, par exemple. C'est une cire spéciale qu'on désigne en règle générale sous le nom de cire d'Espagne, le plus souvent, qui a une composition donc très particulière. La forme aussi des sceaux peut beaucoup varier, hein, je viens de l'évoquer à l'instant. Beaucoup de sceaux médiévaux sont en forme d'amande, hein, sont de forme ogivale, mais on a aussi des sceaux de forme ovale, et c'est souvent le cas pour les cachets, justement. Et évidemment, on va avoir beaucoup de sceaux aussi qui sont de forme ronde. Hein. La plupart, d'ailleurs, des sceaux utilisés par les souverains, en tout cas à l'époque moderne, sont plutôt de forme ronde. Enfin, la couleur de la cire peut aussi avoir une signification. Et là, je vais prendre pour exemple ce qui se pratiquait à la chancellerie française, parce que suivant le type d'acte, eh bien, on utilisait une cire d'une certaine couleur. Par exemple, donc les rois de France, quand ils émettaient un acte qui avait une valeur perpétuelle, qui avait une valeur, on va dire, importante et générale, tel que l'édit de Nantes, par exemple, eh bien, on apposait un sceau de cire verte. Donc, voilà, ce qui désignait
on va dire, un acte oui, voilà, de valeur perpétuelle, enfin de valeur en tout cas générale. Sur cire jaune, on utilisait plutôt des sceaux qui répondaient à des actes, on va dire, à portée administrative ou à portée financière. Hein, quand il s'agissait, par exemple, d'attribuer une pension à tel personnage, eh bien, on apposait un sceau de cire jaune. Et enfin, la cire rouge, et vous allez faire le lien avec les images que je veux vous montrer bientôt. La cire rouge, elle scellait plutôt les actes qui relevaient de la sphère privée, et notamment les fameuses lettres à cachet que le roi de France pouvait émettre. Alors ces lettres à cachet, ça a fait couler beaucoup d'encre, et en fait ça a été en définitive assez peu utilisé par les rois de France. Elles étaient en fait souvent utilisées par les rois de France pour embastiller des personnages qui troublaient l'ordre public, mais surtout troublaient l'ordre privé, hein, c'est-à-dire tel personnage dans une grande famille qui avait un comportement un peu scandaleux. Et ben pour éviter qu'il continue à se comporter de façon scandaleuse, on demandait une lettre à cachet au roi de France qui pouvait donc l'emmener à la Bastille. La chose se pratiquait aussi dans les États de Savoie. Il arrivait que le roi de Sardaigne utilise des lettres à cachet pour envoyer à Miolans des personnages un peu trop turbulents. Voilà, donc retenez cette fonction d'utilisation de la cire rouge pour clore des actes qui relèvent de la sphère privée. Alors, justement, on l'a déjà un peu évoqué. Quelle était la fonction du sceau? À quoi servait le sceau? Eh bien, on peut sans doute déceler 4 grandes fonctions. Le sceau, il va d'abord, d'une part, il va permettre d'authentifier un document. Et ça, c'est un point extrêmement important, et c'est notamment l'usage qu'on peut en avoir en tête quand on pense aux actes du Moyen-Âge qui ont été scellés. Hein. La donation qui est faite par tel comte au profit de telle abbaye, eh bien pour l'authentifier, on va apposer le sceau qui atteste que le donateur a bien effectué cette donation, par exemple. Et par ricochet, si je puis dire, les sceaux vont permettre aussi d'identifier, puisque le sceau va comporter des éléments qui sont propres à la personne qui la pose. Alors, ces éléments, ça va être notamment, et c'est ça qui va nous intéresser ce soir, les armoiries. Hein, on va trouver les armoiries de la personne qui a apposé son sceau. Et quelquefois aussi son nom. Hein, c'est-à-dire qu'on a, sur la légende, on va avoir le nom de la personne, sceau de telle personne. On verra un ou deux exemples très clairement dans un instant. Donc voilà, le sceau est un élément extrêmement important pour pouvoir identifier une personne ou éventuellement une personne morale, une institution. Et puis le sceau aussi, et c'est notamment le cas dans le cadre des correspondances et notamment des correspondances privées, va permettre donc de clore, de fermer les documents. Vous avez sans doute entendu parler des lettres patentes. Les lettres patentes, ce sont des actes émis par les souverains et qui sont ouvertes, hein, patente c'est le sens, qui sont ouvertes à tout le monde. Eh bien, on va utiliser plutôt le cachet, cette fois-ci, pour des lettres closes, pour fermer des lettres qui ont plutôt un caractère privé. Enfin, la dernière fonction du sceau, et c'est un petit peu là-dessus qu'en fait je voudrais m'attarder ce soir, c'est la fonction esthétique. Hein. On va voir qu'il y a certains sceaux qui sont de véritables œuvres d'art, en tout cas qui ont été réalisés avec beaucoup de finesse, et assurément il devait y avoir un certain nombre d'artistes qui étaient à même de proposer des sceaux tout à fait à la fois esthétiques et artistiques, et qui, par ricochet aussi, montraient le prestige de la personne qui était capable d'apposer un tel sceau. Voilà, quelques généralités sur les sceaux. Je suis allé très très vite et on pourrait y passer beaucoup plus de temps évidemment, mais ces quelques éléments me paraissaient importants pour bien vous situer le contexte et pour que vous compreniez un petit peu justement les œuvres que je vais vous présenter à présent. Alors elles sont tirées principalement, quasi exclusivement,
des collections, enfin des documents qui se trouvent aux archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie. Au cours de mes différentes recherches dans des liasses de documents, ben, bien souvent on tombe sur des lettres ou des documents, de manière plus générale, qui comportent des sceaux. Ben, je me suis amusé à plus d'une reprise donc à les prendre en photo et il me semblait important, enfin intéressant de vous les partager ici. Voilà, alors ben, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le duc. Donc voilà ici l'empreinte d'un sceau ducal qui date de 1661. Alors je vais vous l'éclairer un petit peu plus pour qu'il se voit peut-être un petit peu mieux. Hein. Alors 1661, qui est le... Il faut peut-être éteindre. Où est-ce que vous voyez bien comme ça? C'est suffisant? C'est bon? J'éteins. Voilà. Ouais, ce sera peut-être meilleur, effectivement. Donc, voilà, vous avez ici le sceau de... Donc, qui était le duc de Savoie en 1661? Oui, mais lequel? Ah ben, c'est pas écrit. Charles-Emmanuel II. Si, alors, par contre, remarque très juste, Roger, c'est quand même écrit. Hein, on voit tout en haut, Carole Emma, hein, c'est abrégé bien sûr, Doux Sabaudier, etc. etc. On a une partie de sa titulature qu'on retrouve ici. Non, jamais effectivement le numéro du souverain. Alors on retrouve ici ces grandes armes. On a les tenants ici qui sont donc des lions de chaque côté. On a le manteau ducal qui se trouve derrière. Et puis au sommet, vous retrouvez l'élat d'amour qui est un des symboles de la maison de Savoie. On retrouve aussi le collier de l'Annonciade hein, qui se trouve ici. C'est un sceau assez classique. Hein. Il y a des ouvrages qui existent sur la sigillographie des ducs de Savoie. Là, on a affaire à quelque chose de tout à fait classique dans la sigillographie savoyarde. Alors, deux autres sceaux un peu plus simples, qui sont des sceaux d'institution. Ici à gauche, donc le sceau de la Chambre des comptes de Savoie de 1529, donc qui est apposé à un acte avec une présentation relativement simple. On retrouve l'écu de Savoie, la couronne ducale et les deux tenants qui sont des lions, avec une légende, hein, Sigillum Camere Computorum Sabaudier ou quelque chose comme ça, j'ai plus le texte exact en tête, donc il nous montre, là c'est évidemment, on trouve ce sceau plaqué, hein, là c'est ce qu'on appelle donc un sceau plaqué ou en placard, au bas d'un acte émis par la Chambre des comptes de Savoie. Et puis, un gros siècle plus tard, on a le sceau de la judicature mage de Savoie, dont on devine la signature, hein, Janus de Bellegarde, qui était donc juge mage de Savoie à cette époque, et qui donc au pied d'un acte judiciaire d'une sentence qu'il a rendue, on va trouver ces armoiries donc de la judicature mage. Donc on retrouve là aussi Sigillum, alors on doit avoir Judicare Maioris Sabaudier, etc. On retrouve l'écu de Savoie avec les las d'amour, cette fois-ci, de chaque côté de l'écu. Voilà, donc là, ce ne sont pas des individus qui sont désignés, qu'on peut identifier à travers ces armoiries, mais bien des institutions, donc des tribunaux, pour être plus précis. Autre exemple de sceau d'une institution, ou en tout cas, pour être un petit peu plus précis, d'un sigilant qui est un agent de l'administration royale, le sceau donc de l'intendant Aubrio de la Palme, qui date de 1776. Donc là, en fait, c'est un sceau qui est apposé à un document d'ordre administratif, hein, on va dire, pour faire court, sur lequel donc l'intendant va apposer son sceau, qui est son sceau personnel. Hein. Il ne s'agit pas ici du sceau d'une institution, mais c'est du sceau de Monsieur Aubrio de la Palme en tant qu'intendant, je crois qu'il était alors intendant de Savoie, si ma mémoire est bonne. Autre type de sceau, et ça c'est quelque chose d'assez curieux et de peu courant.
On a ici un sceau qui est en fait une impression sur du papier, un timbre imprimé, ce qui était quelque chose qui se pratiquait de façon quand même assez courante. Hein. On retrouve très facilement dans les dépôts d'archives ou dans le tabellion le papier timbré, hein, c'est-à-dire un papier sur lequel on a imprimé en en-tête les armoiries ducales et surtout les armoiries de la ferme des Gabelles. Mais ici, donc, on a un document qui est émis donc, par Denis d'Arenton d'Alex, qui était donc gouverneur du duché, et c'est en cette qualité qu'il émet l'acte. Donc, vous voyez d'ailleurs, on a toute sa titulature qui est ici énoncée, et dans tout ce paragraphe, la partie la plus importante, c'est la dernière ligne. Commandant généralement pour sa dite Altesse royale de Saint-Lémon. Hein. C'est en cette qualité qu'il émet un acte, alors je ne sais plus de quoi, où il est ordonné, oui, c'est pour la reddition d'un compte, hein, si ma mémoire est bonne, donc un document qui date de 1703. Ici, donc, on a la signature donc, de Denis d'Arenton d'Alex, et donc on trouve donc, de façon imprimée ces armoiries que je vous ai ici grossies. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a des petites choses qui posent question sur ces armoiries. Alors, pas très surprenant, il y a les Saint-Maurice et Lazare. Si vous regardez sa titulature, il était chevalier de cet ordre, donc ça, c'est pas surprenant. C'est intéressant de voir, par contre, les tenants qu'il a pour ces armoiries. Ce sont des bouquetins. Il était seigneur de la Val des Clés, c'est-à-dire il était seigneur, on va dire, de la région de Torrent. Enfin, c'est un des seigneurs de cette région. Qu'est-ce que je dis? Oui, pas Torrent, Thône, pardon, Thône, évidemment. Donc, voilà, intéressant de voir qu'il s'est attribué des bouquetins comme tenants pour ces armoiries. Alors, ce sont les armoiries de la famille d'Arenton, hein, qui est une grande famille féodale du duché. Et puis, observez bien la couronne. Vous savez qu'en héraldique, la couronne, comment dire, il y a toute une hiérarchie qui existe entre chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, etc. Ben, là, ce qu'il a au-dessus de ses armoiries, c'est plutôt une couronne de comte. Alors qu'en réalité, si vous regardez sa titulature, il est baron. Il est baron. Donc, voilà, est-ce qu'il a cherché là à se hausser? Ce n'est pas le seul cas que j'ai pu repérer d'un certain nombre de personnages qui, comment dire, surestiment, si je puis dire, leur qualité nobiliaire en s'attribuant des couronnes qui sont pas forcément, qui correspondent pas forcément à leur titre réel. Voilà, petite curiosité. Et puis, aussi, on peut s'interroger parce que vous voyez que c'est donc imprimé sur du papier. Vraisemblablement, il existe d'autres exemplaires, ou en tout cas, le baron d'Alex a dû faire émettre toute une série de ce type de papier timbré pour ses actes administratifs rendus en son nom. Voilà. Vous avez bien vu, hein, le texte n'est pas de la main du baron d'Alex, c'est de la main de son secrétaire. Lui, il s'est contenté de signer là. C'était une pratique tout à fait courante. Deux mots aussi sur les armoiries ecclésiastiques. Donc là, voilà, on est en 1676 et donc on a la possibilité donc, de voir ici les armoiries donc, du doyen du Souget, où donc on voit sur les armoiries donc, les armes de sa famille, donc avec un lion qui est représenté. Et puis surtout, et c'est une des caractéristiques justement de l'héraldique ecclésiastique, on va avoir un chapeau ecclésiastique avec les fameuses houppes. Alors il y a beaucoup d'encre là aussi qui a coulé sur le nombre de houppes qui permet de désigner telle ou telle dignité ecclésiastique. Là, on sait que ce révérend du Souget, il était doyen de la collégiale de Samoin. Il était en tout cas chanoine, ça c'est sûr. Donc là, bien souvent, on désigne dans l'héraldique ecclésiastique un chanoine avec 6 houppes. Si vous n'en avez que 3, c'est un simple prêtre. Alors, il peut y avoir des variantes, il peut y avoir des discussions, donc je reste très prudent par rapport à ça. Plus vous ajoutez de houppes, et plus vous montez évidemment dans la hiérarchie ecclésiastique. Vous en aurez plus pour un évêque, vous en aurez plus pour un archevêque, a fortiori pour un cardinal. Mais voilà,
un exemple. Et là, il s'agit de 2 exemplaires du même sceau qu'on trouve dans la même liasse de documents donc, qui date de 1676. Autre document très intéressant pour pour retrouver des sceaux, les testaments. Pourquoi les testaments? Parce qu'en règle générale, vous aviez on requérait au moins 7 témoins pour les testaments, pour être bien assuré, si je puis dire, des dernières volontés du testateur. Et donc là, on a un exemple c'est assez curieux d'ailleurs, hein, un testament qui date de 1793, donc on est déjà passé au régime français, on est déjà passé à, comment dire, on va dire, à un régime qui n'accepte plus les armoiries, mais malgré tout, vous voyez que sur ce testament, donc qui est le testament d'un certain Charles de Dalmas, eh bien, les témoins, qui sont essentiellement des habitants de Chambéry, là on se trouve sur un testament donc d'un noble qui habite Chambéry. Vous voyez, donc, les témoins ont apposé non seulement leur signature, mais aussi un certain nombre de sceaux. On voit même qu'il y a un certain Perrotin qui a apposé son sceau. Et je vais faire un focus sur ce sceau qui se trouve ici. Si on le regarde d'un petit peu plus près, voilà, je pense que vous voyez peut-être un petit peu mieux ici. Si on regarde un peu plus près, on devine sur ce sceau, ici, l'aigle, en tout cas la moitié d'une aigle héraldique, et à côté, la clé. Ça vous rappelle les armoiries de Genève. On peut se dire, mais qu'est-ce que les armoiries de Genève viennent faire ici? Eh bien, en réalité, il faut voir que la personne qui a apposé son sceau, donc c'est très probablement le sieur Hyacinthe Pétavin, et c'est le cas aussi, alors je ne l'ai pas grossi ici, mais le sieur Perrotin qui se trouve ici a utilisé le même sceau. Eh bien, on a tout simplement utilisé une pièce de monnaie, un sou genevois. Voilà, là je vous ai grossi. On a utilisé un sou genevois. Si vous regardez la légende d'ailleurs, elle apparaît à l'envers. Et donc on a utilisé un sou genevois pour appuyer, donc imprimer la cire et donc produire un sceau. Et donc j'ai pu retrouver un sou genevois qui pourrait correspondre à peu près, donc un sou genevois de la fin des années 1780, qui a probablement, enfin en tout cas c'est un exemplaire de ce type de sou qui a pu servir donc de sceau pour les quelques-uns des témoins présents à ce testament. Voilà, c'est une pratique assez curieuse que je connais pas. Donc vous voyez, il y avait, on n'hésitait pas à utiliser un petit peu ce qu'on avait sous la main pour apposer son sceau. Encore une fois, à une époque où 1793. La Révolution est passée par là et théoriquement les armoiries et les sceaux n'ont plus privés en tout cas, n'ont plus de valeur juridique. Voilà. Autre source intéressante pour trouver des sceaux, les informations judiciaires. Hein. Une enquête est menée par un magistrat ou par quelqu'un qui est délégué par une cour de justice. Eh bien, on va pouvoir retrouver, le cas échéant, le document qui est scellé avec les armoiries de tel ou tel personnage. Alors là, en l'occurrence, il s'agit des armoiries de Bernardin Blanc, qui était secrétaire à la Chambre des comptes de Savoie. Autre source très importante, on l'a déjà évoqué il y a un instant, pour connaître l'héraldique bourgeoise, les testaments. Et là, je vous propose un testament qui a été dicté en 1667 et pour lesquels donc, on a des témoignages assez précis. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on voit non seulement donc, évidemment le texte du testament qui figure ici, on voit que la feuille a été pliée et on voit que pour clore le testament, on a utilisé un ruban, un lacet, je ne sais pas comment le qualifier, qui va permettre donc de fermer le document et pour s'assurer de sa bonne fermeture, on va utiliser des sceaux, on va imprimer le ruban grâce aux sceaux qui sont ici indiqués. Et ce qui est très intéressant, c'est que
Il n'y a pas d'ambiguïté pour identifier les personnages qui ont scellé, parce que d'une part, ils sont mentionnés dans le testament, donc il suffit de lire le testament pour savoir qui était présent, et puis surtout, ils ont signé juste à côté du sceau en question, et ils mettent même « présent, scellé de mon sel ». Ou encore ici, il s'agit d'Ignaz de Coisia, « présent de mon sceau ». Là, un certain C. Chevalier, « présent de mon sceau ». Donc on sait que la personne qui a signé ici a aussi apposé son sceau. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc on va faire un petit focus là-dessus. Alors, tout en haut, c'est intéressant, on a le cachet de la testatrice, une certaine Françoise Charvet. Charvet, c'est une famille bourgeoise de Chambéry. Donc là, on a moyen de retrouver donc, les armoiries de cette famille, si on ne la connaissait pas par ailleurs. Je développe un peu donc, les sceaux qui figuraient sur la partie gauche du document. Alors, sans peine, évidemment, on arrive à identifier tout en haut, pardon, je suis allé un peu vite, tout en haut, les armoiries des Millets d'Arvillard. Donc ça, ce sont des armoiries qui sont bien connues d'une grande famille, du duché. Et voilà un focus un petit peu sur les trois sceaux qui suivent. Donc, en haut, vous avez les armoiries d'Ignaz de Coisia, et vous voyez que ce sont des armoiries en fait d'alliance. À Senestre, vous avez donc les armoiries de Coisia, et à Dax, vous avez les armoiries de son épouse, qui était Charlotte Sarde. Donc vous avez les armoiries des Sardes ici mentionnées. Ici, donc, vous avez le sceau, qui n'est pas un sceau héraldique, hein, c'est un sceau avec des représentations qui ne relèvent pas, on va dire, de l'héraldique, enfin pas forcément, donc de ce fameux C chevalier qui est présent. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le dernier sceau qu'on a ici, qui est le sceau d'un certain monsieur Pasquier, eh bien, il n'avait pas son sceau. Alors, est-ce qu'il n'avait pas de sceau de manière ordinaire, ou est-ce que le jour où il était témoin de ce testament, est-ce qu'il n'avait pas son sceau avec lui? Le sceau, ça pouvait être quelque chose d'assez, un objet de taille tout à fait réduite, hein. Ça pouvait déjà être sur la bague, sur une bague, donc c'était très facile à porter, ou ça pouvait être un matériel de quelques centimètres seulement qu'on pouvait très bien glisser dans une poche. Toujours est-il que ce cher Pasquier, il n'a pas ses armoiries, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est d'ailleurs mentionné très clairement, il va sceller du sceau de monsieur de Coisia. Il va demander à un autre témoin, est-ce que vous pouvez me prêter votre sceau pour que je puisse signer? Il prend quand même la précaution donc, de signer de sa main Claude François Pasquier pour bien montrer qu'il était présent donc, à cet acte. Donc voilà, donc c'est toujours un document très intéressant d'avoir donc ces originaux de testament où figurent ces sceaux, ces empreintes de sceaux. Voilà, autre exemple, une correspondance ordinaire qui va nous montrer là aussi un autre mode de scellement ou un autre mode d'enveloppe, hein, si vous voulez, d'une correspondance. Là, on va avoir le texte de la lettre. Monsieur, il y a longtemps que j'aurais rendu réponse à celle qui vous plut de m'écrire, etc., etc. C'est signé par un certain Jean-Baptiste Dumonal, qui était donc un magistrat anécien, donc dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle. Et donc, au verso de cette lettre, eh ben, on va trouver l'enveloppe, hein, on va se servir du dos pour écrire l'adresse du correspondant. Notre auteur de la lettre va apposer son sceau, et il va l'apposer, vous voyez, on le devine ici sur l'image, devine ici, et puis ça se prolonge au-dessus du sceau. Il a fermé la lettre avec une bandelette de papier sur laquelle il a apposé son sceau. C'était un autre moyen, là aussi, de cacheter une lettre. Et Dieu merci, la personne qui a décacheté la lettre, donc Monsieur de Charvet, qui était le destinataire, eh bien, a pu nous conserver l'empreinte du sceau. On voit qu'il a dû probablement donc arracher la bandelette qui permettait de fermer cette lettre. Voilà, autre correspondance ordinaire, si je puis dire. Là, on est sur une correspondance qui date de 1750, et cette fois-ci, correspondance avec de la cire de couleur noire.
Alors c'était quelque chose qui se pratiquait. On avait principalement pour les correspondances privées des cires de couleur rouge et de couleur noire. Donc là on en a un beau spécimen. Et donc là on a les armes des Pélard de Châteauvieux, qui avaient des prétentions pour être comte de Sénaux. Et si vous regardez bien, on a une couronne comtale qui surmonte ces armoiries de la famille Pélard. Autres documents qui permettent de retrouver des sceaux, des inventaires après décès. Alors là, on a affaire à un volumineux inventaire après décès qui date de 1669 et a été apposé donc ce sceau qui est composé uniquement donc de quelques lettres. On croit deviner un C et un A qui est en fait le sceau du notaire qui a dressé l'inventaire après décès. Autre témoignage assez intéressant, on peut parfois mettre en lien des armoiries qui sont présentées sur deux supports complètement différents. Et donc là, je voudrais vous proposer deux compositions qui existent, qui concernent la famille Manuel de Locatel. Il y a quelques années, on avait visité à Conflans le château de Locatel, sur lesquels donc figurent sculptées dans la pierre ces armoiries. Eh bien, on retrouve ces mêmes armoiries. Je vais vous faire un petit zoom pour que ce soit un peu plus clair. On retrouve ces mêmes armoiries donc sur ce cachet qui est un petit peu postérieur, avec donc les armoiries dans lesquelles on va retrouver tous les éléments héraldiques qui sont ici mis de façon un petit peu pêle-mêle. C'est-à-dire que vous avez un lion, vous avez une chouette, vous avez un cheval, un coq, une tour. Eh bien, tous ces éléments, on va les retrouver ici, avec ici, alors vous me faites confiance, ça se voit peut-être pas très bien, mais si on observe bien le document, ou si je fais un agrandissement comme ça, on verra peut-être un petit peu mieux. On va retrouver en haut, ici à gauche, la tour, le coq à droite, que je ne dise pas de bêtises, ici on doit retrouver le lion, si ma mémoire est bonne, au centre le cheval, et puis la chouette ici en bas. L'autre partie du blason désignant l'alliance, on a un griffon qui est représenté. Voilà, intéressant de voir qu'on a une certaine réponse entre les deux. Là aussi, vous noterez au passage, couronne de marquis, alors que les manuels n'ont jamais eu de titre de marquis. Le titre le plus élevé qu'ils ont pu avoir, c'était comte. Donc là aussi, une certaine surestimation, on va dire, du titre comtal, enfin du titre porté par la famille. Alors ça reste quand même sujet à caution, parce que la représentation des différentes couronnes héraldiques répondent à des codes. On se rend compte parfois dans les documents que ce n'est pas toujours forcément très strict. Voilà, alors ensuite, quelques documents, quelques sceaux que je vous propose ici, en raison de leur caractère à la fois artistique pour certains ou plus frustre pour d'autres. Donc là, par exemple, on a les armes de la famille Doncieux, donc qu'on reconnaît avec les fameux trois chevrons. Plus sommaire, ici, les sceaux d'un certain B. Combaz. Donc là, je fais un clin d'œil à Lucienne Combaz, qui faisait partie de notre comité. Donc là, on a simplement un chiffre, un monogramme de lettres entrelacées en guise de blason, disons. Et puis, ici, également, une belle pièce avec les armoiries des Dufour de Rocheron. On voit une très belle représentation héraldique, donc l'écu avec un signe et l'étoile en chef, et un beau cimier avec des lambrequins. Voilà, et je vais terminer ma présentation en vous proposant enfin les sceaux de quelques personnes un peu illustres de l'histoire du duché. Et je vais commencer avec les armoiries de François Queneau, qui était donc un architecte très connu, ingénieur aussi du duc de Savoie. Et c'est intéressant de voir que sur ces armoiries, alors bien sûr, on va retrouver le C de Queneau, ici représenté en miroir, si on veut. Et puis, si vous remarquez sur le chevron, il y a quelque chose qui est représenté, un compas.
Et oui, pour un architecte, donc voilà, on a en quelque sorte des armoiries parlantes ou des armoiries de métier, si vous voulez, puisqu'on a la représentation de l'outil de travail de notre architecte. Autre personnage célèbre, le président Favre, Antoine Favre, dont on a ici un beau spécimen donc, de seau plaqué. Alors là, vous devinez la technique, hein, on l'a déjà vu sur des images précédentes, hein, c'est-à-dire que sur le document, on va appliquer une couche de cire, on va ajouter un carré de papier et on va imprimer avec la matrice l'image du seau pour qu'il soit conservé sur le papier. Cette technique permettait de renforcer le seau et de le conserver plus facilement. Si vous regardez bien aussi, vous avez juste au-dessus du seau, un petit peu couvert par le carré de papier, on a la signature autographe d'Antoine Favre hein, qui est représentée. Voilà, donc là, sur la fin de sa vie, au pied d'un acte judiciaire rendu par le président Favre. Et puis évidemment, je vais terminer par lui, même si la qualité de la photo n'est pas sensationnelle, les sceaux évidemment de Saint-François de Sales. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il a utilisé deux types de sceaux. Là on a plutôt un sceau qui est utilisé suivant la technique qu'on a vue précédemment, hein, plutôt sceau sur papier, alors que là ce sera plutôt un sceau directement sur la cire, où on reconnaît très bien donc, les armoiries de la famille de Sales, hein, avec ses croissants et ses étoiles. Et puis si vous regardez juste au-dessus de l'écu, vous avez la mitre et la crosse épiscopale, hein, qui est une représentation assez classique des armoiries d'un prélat. Voilà, j'espère vous avoir permis donc de faire une découverte, enfin c'est quelques découvertes héraldiques. Je vous ai fait un extrait. J'ai collecté bien d'autres sceaux au cours de mes recherches. Néanmoins, ceci me paraissait assez intéressant et assez représentatif aussi de ce qu'on peut trouver en termes d'empreintes de sceaux dans les documents d'archives. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions.